Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le numéro 120 pour le 10e Grand Prix de cette saison 2022 avec Ophélie pour cet épisode. Comment ça va ? Eh ben ça va super avec un lundi de fête avec la course MotoGP, donc ça peut que aller. C'est une belle, un beau feu d'artifice pour les Français. Et Olivier, comment ça va Olivier ? Salut Cyril, salut Ophélie, bonjour à tous. Ça va pas mal non plus, comme dit Ophélie, c'est loin d'être une gueule de bois là, c'est l'inverse. C'est la gueule de bois dans le bon sens, comme on dit. Ah, il y a eu du Prosecco partout là. Et ils ont de la chance, c'était pas le Grand Prix de France cette semaine, parce qu'avec la canicule qu'on s'est tapé, ils auraient eu un petit peu chaud, je pense. Je pense qu'on va en parler aussi, un petit peu plus tard. Puisqu'il y a des pilotes qui se sont plaints de certaines choses et on va en parler. Donc c'est Johan qui a trouvé le pilote en pôle et je vais envoyer les goodies dans la semaine. Les goodies aussi du précédent Grand Prix qui ne sont pas encore partis. Alors il y a eu quand même quelques petites news. Alors une qui a été juste une officialisation. C'est-à-dire que Miller sera donc pilote officiel KTM l'année prochaine, donc sans grande surprise. Des réactions, Ophélie ? Moi je trouve que c'est du gâchis, mais en même temps qu'est-ce qu'on peut faire de Miller maintenant avec ce qui pousse derrière ? C'est Ducati, il y a des places à prendre et Miller à part être là pour assurer les arrières de Pecco, il sert plus à grand chose. Mais bon, quand tu vois ce qu'il fait ce week-end, pour moi c'est du gâchis l'envoyer chez KTM. KTM c'est une broyeuse à pilote, donc un peu déçu. Et en même temps je vois pas où est-ce qu'il aurait pu aller autre que chez Pramac et reléguer un Miller d'un team usine à Pramac. Est-ce que ça aurait été bien vu chez Ducati ? Je suis pas sûr non plus. Ma foi, de toute façon, je pense qu'il avait pas trop le choix. Comme tu l'as dit, Olivier, qu'est-ce que t'en dis ? Moi, j'allais ironiser sur le fait qu'il a attendu d'être officialisé sur le départ pour faire un bon résultat. Oh là là. Mais ça, c'est digne de Miller. Hein. Dès qu'il sent qu'il a chaud aux fesses, il fait des podiums. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, sur la news, je te rejoins, Ophélie, sur le côté KTM, casseur de pilote. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. En tout cas, cette saison, on le voit. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours un peu embêtant et c'est ce qui fait le piment de ce championnat, c'est que d'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, il peut y avoir des marques qui s'effondrent complètement. Je vais y arriver. Et la même qui l'année d'après renaît de ses cendres. Donc, il peut peut-être avoir misé sur la bonne année finalement. On va bien voir. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. C'est pas facile à dire. Voilà. C'est pas facile. Ouais, KTM, de toute façon, tout le monde est, je dirais, suspendu au développement de Pedrosa. Hein, donc là, on en avait déjà parlé. Il a annoncé que cette année, la moto était pas très bonne et qu'il pouvait pas faire de modif. Donc, il y a plus qu'à faire mieux l'année prochaine. Quoi. Ouais, et puis ça a le mérite d'être honnête. Hein. Ouais, ça a le mérite. C'est à peu près le seul, pas le seul. La seule qualité de KTM. Non, c'est le seul à avoir un discours assez franc de ce point de vue-là. Ils ont loupé la moto, tant pis, quoi. C'est ça. Après, ça sert à rien d'aller cogner sur les pilotes si la moto est mauvaise. Ouais, après, c'est un peu con de dire on a loupé la moto quand tu t'as planté une course avec derrière, quoi. Voilà. Mais au moins, ils apprennent, c'est dommage. Ophélie, tu voulais nous faire un petit tour des blessures en MotoGP ? Ouais, côté blessure, on a Marquez toujours, pour qui ça ne change pas, qui s'est fait opérer et qui faisait savoir ce week-end sur les réseaux que sa convalescence allait bien. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui et c'est intéressant de voir qu'il prend toujours le temps de tenir informé tout le monde de son évolution. Moi, je vois ça un peu comme un petit coucou, m'oubliez pas, quand je vais revenir, ça va faire mal. Et l'autre blessé du week-end, c'est Rins qui a préféré ne pas courir ce week-end après plusieurs séances d'essai parce qu'il avait beaucoup trop mal. Et Guintoli avait fait savoir qu'il avait glissé la combinaison dans la valise, mais Suzuki a refusé de le laisser courir ce week-end. Je sais pas s'il va courir à Assen puisqu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. On verra ce que ça va donner. Surtout, est-ce que ça vaudrait la peine de prendre un risque alors que derrière tu te tapes 5 semaines de trêve?
autant qu'ils prennent le temps de se reposer et de se remettre. Enfin, ça serait... Ouais, autant faire courir Guintoli alors. Aussi. C'est ça que je pige pas, mais bon, après, ils ont rien à tester, ils s'en foutent. Ouais, c'est clair. Cyril Sikora Hassan, c'est aussi qu'il a toujours rien signé pour l'année prochaine et qu'il a chaud aux fesses aussi. Donc, il a peut-être envie de montrer qu'il est toujours là et qu'il a besoin d'une place. Ouais, parce que, comme tu le dis, il va y avoir la coupure et, à mon avis, pendant la coupure, il va y avoir pas mal de discussions. Et si t'es pas sur l'échiquier, c'est pas gagné, quoi. Pour en revenir à Rins, c'est au final la non-sélection de Guinto par Suzuki. Est-ce que ça s'explique pas par le fait que Rins a renoncé très tard dans le week-end finalement, et que mettre Guintoli sur la GP avec il a c'était en FP3, je pense qu'il a en FP4 en FP4. Bah, imagine en FP4, c'est trop tard. C'est trop tard. Enfin, t'arrives même Guinto qui connaît un peu la moto, sûrement, et potentiellement un peu le circuit aussi. Ça fait tard pour arriver et prendre la température et avoir des sensations pour faire un résultat. Donc au final, je crois qu'il doit y avoir un autre point de règlement parce que de mémoire, il y avait eu un retrait de Marquez après une FP2, ce qui avait permis d'être remplacé dès le samedi en FP3. Alors je sais plus sur quel Grand Prix de tête comme ça, mais je pense que si tu cours la FP3, en fait t'as aucun temps enregistré pour savoir si tu cours en Q1 et Q2, et c'est trop tard pour désigner un pilote remplaçant. Ouais. Et ils avaient pas de troisième moto à le mettre au cas où. J'ai pas de... alors là... T'avais aussi une dernière news. Moi j'en aurai une après encore. On a Luigi Taveri, triple champion du monde, qui sera intronisé au Hall of Fame, légende, en présence de sa famille au Red Bull Ring en Autriche, donc après la trêve. Donc c'était la petite info de la semaine qui vient compléter ce petit palmarès des champions de moto. Et il a couru de 54 à 66, c'est des champions du monde, donc comme tu l'as dit 3 fois, en 125, en 62, 64, 66, et il est né en 29 et il est décédé en 2018, donc c'est un pilote suisse. Et la petite news que je voulais rajouter, c'était Honda qui s'est quand même targué d'un très joli article extrêmement bien documenté et argumenté pour dire que maintenant c'était trop dur avec les ailerons, et puis il y avait trop de courses, et puis ceci et puis cela, et c'est complètement, de mon point de vue, complètement à côté de la plaque. Et Pierre a fait un joli thread là-dessus, et en plus un joli article que je vous invite à aller lire sur le blog, je mettrai le lien. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était, hormis le fait des arguments que Pierre a complétés, j'ai trouvé que les arguments de Honda étaient complètement à côté de la plaque, parce que d'un côté, ils vont te dire il y a trop de courses, donc les pilotes sont trop frileux, alors que c'est totalement l'inverse. Plus il y a de courses, plus c'est permissif en cas d'erreur, c'est-à-dire que quand t'as 10 courses et que t'en chies une, t'as chié 10% de ton championnat. Quand t'en as 20, t'en as chié que 5, donc potentiellement tu peux te rattraper. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'arguments qui étaient pas vraiment justifiés. Après, les arguments, ce sont les pilotes qui vont les donner ce week-end, donc les vrais arguments. On en reparlera un petit peu plus tard avec le débrief notamment de Bradle, qui a été assez instructif. Est-ce que vous avez d'autres news en tête ? Non, mais pour revenir sur ce que tu disais sur Honda, il y a un problème de com, clairement. Autant Marquez, et j'en profite pour revenir sur la com de Marquez, qui effectivement allait pas dire qu'il récupère mal. Enfin, ça aurait été un peu... C'est pire qu'avant, les gars. Bon, en fait, finalement, je vais changer de bras, je vais mettre un bras bionique. On va leur mettre de travers, c'est toi, il me Pour ceux qui ont vu le dernier Quentin Dupieux, il aurait pu se mettre un bras électronique, pourquoi pas. Mais c'est côté Marquez, c'est maîtrisé, et il faut pas être trop naïf non plus sur le fait qu'il me donnerait aucun détail sur ses sentiments et ses sensations, c'est clair. Et de l'autre côté, Honda qui trouve des excuses de merde. Alors ils auraient rien sorti, on n'aurait rien dit, et ça aurait pas fait mousser sur eux. Donc c'est complètement con, voilà. Et puis faut arrêter de chouiner et de faire carrément un article pour dire au moins les ailettes derrière, à un moment donné, développer une moto pour tous vos pilotes, et peut-être que vous vous poserez moins de problèmes aussi. Voilà. C'est clair, voilà. Sujet clos, on va passer à ce week-end de course donc en Allemagne. On va commencer
par la Moto 3. En Q1, ce sont Adrian Fernandez, Ricardo Rossi, Artigas et Bertele, donc qui vont passer en Q2. La pole est décrochée par Izan Guevara devant Foggia et Daniel Olgado. En deuxième ligne, qui est complètement japonaise, on a Sasaki, Suzuki et Yamanaka. Félon par 22e. En course, une chute au T1 qui implique Tate, Rossi et McPhee. Alors Tate à l'intérieur, il fait une belle bourde. Je suis un peu sévère en disant belle bourde. Belle bourde, il freine un peu tard et il fait quand même une grosse chute. Il s'en sort bien, je trouve, parce qu'il retombe sur la trage et ça aurait pu être compliqué, on va dire. Devant, ce sont Guevara, Foggia et Suzuki qui partent bien. Olgado est dans le coup. On a Honshu et Toba qui prennent un double long lap pour avoir volé le départ. Il y a une grosse chute au cinquième tour et ce sont Bertele et Ogden qui quittent la course. Ogden, lui, va prendre un gros high side au passage. On a Guevara qui domine largement les débats. Il est au tiers de course. Il est devant un groupe de 5, donc les deux léopards, Garcia, Sasaki et Olgado qui sont derrière, mais qui vont jamais pouvoir le reprendre. La course est au final assez peu animée. Il faudra attendre le dernier tour pour voir Foggia et Garcia s'échapper pour la deuxième place et l'Italien répondant dans le dernier virage à une belle attaque de Garcia. Donc c'était à peu près la seule grosse animation de fin de course. À noter quand même que Guevara s'impose avec 4 secondes et 8 dixièmes d'avance qui, pour une course Moto 3, est assez inédit. Je m'étonne. On a Sasaki qui fait 4, Suzuki 5, Olgado 6 et Honshu 7, Félon est 18e. On a Garcia qui est en tête du championnat avec 166 points, Guevara 2e avec 159, Foggia 3e avec 115, Félon est 26e avec 5 points. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette course ? Ophélie, à commencer. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette course. Pour ma part, je trouvais ça assez plat. Enfin, il y a rien de surprenant à la course. Je me suis pas. Je trouvais ça ennuyant. J'avais l'impression de voir une course Moto 2 à son apogée, quoi. Et je pense que les seuls trucs qui m'ont marqué de la course, c'est Carrasco à plus d'1 minute de retard de la tête. Enfin, sur le moment, je me suis dit ok, ils ont dû se planter sur les chronos. C'est pas possible d'être aussi loin. Même en Moto 3 et en fait en voyant les chronos aussi, et je trouve ça en fait ça fait 10 courses que je me dis elle va revenir, mais en fait j'ai l'impression qu'elle avait pas le niveau pour revenir en Moto 3 et que ça commence à se voir. De la même manière que je me suis fait la réflexion pendant la course de McPhee qui revient de blessure après 2 GP. Bon, déjà sa saison elle est foutue vu le nombre de courses qu'il a loupé, mais surtout c'est sa 13e saison et il est toujours là et toujours au même niveau et ça donne rien. Donc ouais, pour moi, c'est un peu les deux personnes où ça commence à se voir et il va falloir faire quelque chose parce qu'ils prennent des places pour rien. Ouais, carrément. Non, mais quand t'es un peu honnête, excuse-moi, si tu roules dans une catégorie, c'est pas pour être à 1 minute de retard de la tête, quoi. Ouais, après Carrasco, c'est compliqué, hein. Enfin, c'était de toute façon déjà la marche entre le Super Sport 300 et le Moto 3, elle est importante parce que c'est quand même des motos qui sont assez différentes, je pense. Et devant, ça amuse pas la galerie, hein, quand tu vois quand même moi, ce qui m'a impressionné sur cette course-là, c'est de voir Guevara. Il fait un très très bon week-end. Ça fait plusieurs courses qu'il est devant et qui gère très bien ses week-ends. Après 1 minute sur 25 tours, ça commence à faire un sacré écart, quoi. C'est ce que je disais quand elle était au Mans, quoi. Enfin, elle faisait le tour de piste, elle faisait le tour de reconnaissance en fin de peloton, quoi. Ouais, ça fait vraiment ça fait un monde d'écart, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça va niveau règlement, ça va peut-être sanctionner, non? Des gros temps, des trop gros chronos. Non, c'est déjà arrivé que t'aies des pilotes, les derniers pilotes se fassent doubler par les premiers, mais ça reste gênant sur la piste, quoi. Après, je t'avoue, je connais pas s'il y a une ligne du règlement qui te c'est plus en dit. qualif, je pense. Tu dois faire 120%. C'est ça, c'est plus en qualif. 120%, quelque chose comme ça, de la pole pour pouvoir participer à la course, ouais, effectivement. Ça doit être plus serré que ça doit être 107. Ouais. Hein.
Mais je sais pas si ça s'applique exactement en Moto 3. Mais de toute façon, oui, c'est problématique. Enfin, quand t'es à 1 minute derrière, c'est très compliqué. Ça doit être difficile de s'aligner tous les dimanches. Mais même pour elle, mentalement, ça doit être extrêmement compliqué. Bah, ouais, c'est clair, quoi. Je voulais dire 2 choses que j'ai pas notées, c'est moche, mais vas-y. La première chose, c'est que moi j'ai failli rage quit dès le début quand j'ai vu que Onju se prenait de longues laps, voilà. De toute façon, le pauvre, il avait un week-end un peu compliqué. On l'a pas beaucoup vu aux essais. Il est passé par la Q1, il a pas réussi à passer en Q2. Enfin, voilà. Dur pour mon chouchou. Ah, tu l'appelles chouchou, toi? Ouais, moi je l'appelle chouchou maintenant. On chouchou. Vivement qu'il en gagne une, que tu payes ta tournée. Ouais, exactement, avec grand plaisir. Et je voulais te dire un mot de Munoz aussi, qui nous avait fait une course complètement dingue en Catalogne, et qui là ne confirme pas, mais ne déconfirme pas non plus. Il finit dans le top 10, 9e, ce qui est bien, mais pas top. Voilà, mais c'est plutôt encourageant, quoi. Voilà, il s'effondre pas complètement la course d'après, donc vivement la semaine prochaine pour qu'on voit son talent à Assen. Ah, c'est une belle prise de contact quand même pour lui, c'est clair. parce que après un petit podium mine de rien, première course, premier podium, et il reste au top 10, donc intéressant. Rien de plus sur le Moto 3? Bah non, effectivement, la course c'était pas. Moi, de toute façon, je l'ai pas vu, j'ai rage quit, je vous l'ai dit au début. Oh là là, direct, quoi. Tu t'es focalisé sur le Moto 2, c'est bien. Exactement. Ophélie, tu nous en parles justement de cette fantastique course de Moto 2. Et pour une fois, je suppose qu'il n'y a pas d'ironie dans ta voix, Cyril. Moi, j'ai pas été déçue en tout cas. Côté qualification, en Q1, on retrouve Vietti, Dixon, Schroeter et Arbolino. En Q2, on retrouve Sam Loves qui fera sa 18e pole de sa carrière, suivi d'Arenas qui lui fera sa première ligne de sa carrière. Et pour finir, avec Fernandez et Dixon qui les suivent. On notera sur les qualifs que Schneider a perdu une place sur son classement pour une sombre histoire de pression de pneus. Donc forcément, j'ai pensé à toi, Cyril. Côté course... Il les mesure en Moto 2, donc. Il semblerait qu'il les ait mesurés. C'est bien. Donc, intéressant. Côté course, c'est sous une météo déjà étouffante que Loves, Schroeter et Fernandez prennent un bon départ. Arenas et Fernandez se collent au train, tandis qu'Acosta grappille 5 places pour se placer à la 7e position en étant parti à la 11e. Il continuera dans sa lancée pour revenir dans le peloton de tête. Schroeter commet une erreur et le Piranha s'engouffre pour prendre la 3e place avant de passer Loves et conserve la 2e place jusqu'à la fin. On retrouve Fernandez qui met la pression et qui va dépasser les pilotes un à un pour prendre la tête. Il s'échappe et met un boulevard à tout le monde, ce qui prendra jusqu'à 8 secondes et demie d'avance sur les autres pilotes à la fin de la course. Et ensuite, on retrouve le leader du championnat, Vietti, et son dauphin Ayogura qui se bagarrent pour la 12 et 13e place. Vietti chute 7 tours avant la fin et Ogura s'échappe pour terminer à la 8e place. Avec cette chute, Vietti fait une mauvaise affaire puisqu'il laisse Ayogura prendre des points au classement et les deux qui se battent encore pour le titre se retrouvent avec seulement 8 points d'écart. Côté palmarès des chutes, on retrouve Navarro, Antonelli, Kubo, Ramirez, Salak, Balthus, Dalla Porta et Corsi qui sont tous retrouvés dans le bac à gravier. Et à la fin de la course, on retrouve la seconde victoire de la saison pour Fernandez qui a mis, comme je disais, un boulevard à tous les autres pilotes. Et derrière lui, c'est une lutte sans fin avec une très belle bagarre entre Acosta, Loves et Aldeguer qui se battent pour monter sur le podium derrière l'Espagnol. C'est Acosta qui prendra la 2e place après ne pas avoir laissé faire Loves sur les dépassements. Et pour finir sur son GP national, Schroeter termine à la 4e place, suivi d'Aldeguer, Lopez, Ayogura, Canet et Arbolino. Et on retrouve un Chantra qui a fait des belles choses en début de saison à la 15e place. Et côté classement, ça donne Vietti toujours en tête à 133 points, Ayogura 125, Fernandez 121 points et Canet 116 points. Moi, de mon côté, je suis pas d'accord avec toi, Cyril. J'ai trouvé que cette course, c'était plutôt cool parce que en fait, j'ai eu l'impression que les catégories se sont inversées. Que la Moto 3 était passée en Moto 2, Moto 2 en Moto 3, parce que c'était quand même intéressant et Acosta a fait le show en fin de course. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté. Moi, j'avais noté un peu de bagarre, c'est cool. Ouais. Et il y en a eu un petit peu, c'était un petit peu mieux que d'habitude. Et Loves, je l'avais un peu oublié, et c'est bien qu'il se rappelle à mon bon souvenir.
Parce que ça m'a fait... Moi, je l'aime bien. J'ai toujours une tendresse pour les châteaux de sable. Donc... Après, c'est sa huitième saison en Moto 2 et il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui a envie de lui donner sa place en MotoGP. Donc, il l'a eu, il l'a cramé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester là et continuer à grappiller des points mais à pas gagner le titre, ou à un moment donné, il va se décider à partir ? Attends que je pense que même en Moto 2, quand tu peux rouler, même en Moto 2, championnat du monde, que ce soit 3-2, on parlait de McPhee tout à l'heure en Moto 3, mais c'est un peu le même délire, je pense, c'est que tant que t'as un guidon, t'as pas de raison de partir, quoi. Ouais, c'est clair. Après, tant qu'il a un guidon plus que potable, parce que quand même, courir chez Marc VDS, c'est l'assurance d'avoir un bon équipement, quoi. Ouais, voilà, t'es pas chez voilà, j'étais pas chez Ital France ou chez c'est chez SAG, tu vois, typiquement c'est un petit peu plus compliqué de tirer ton épingle du jeu, quoi. Quand tu cours chez Marc VDS, je pense que t'es bien, déjà les mécanos connaissent bien l'équipement, donc t'es plutôt confort, quoi. C'est clair. Donc après, il a tenté le MotoGP, ça s'est mal passé, il redescend en Moto 2. Après, il courra jusqu'à je sais pas quel âge. Après, il fera peut-être de l'endurance avec son frangin, je sais pas. On verra. Ouais. Après, ça durera le temps que ça durera. Hein. Moi, j'avais noté quand même 2 déceptions sur la course. C'était Canet et Chantra. J'ai trouvé que 9 et 15, c'était loin. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi pour Canet. Ah mais Canet, oui. Vraiment, pour moi, le mec vient de terminer 9e en revenant d'un accident de voiture la semaine dernière. C'est vrai qu'il était à l'hôpital la semaine dernière. Je pense qu'on peut mettre un peu d'eau dans notre vin et se dire que le mec, il marque quand même des points au championnat. Il est pas si loin que ça. Enfin, il est à quoi ? Il est à 18 points de Vietti. Ouais, 17, ouais. Et alors que le mec, il s'est éclaté le nez dans une voiture il y a une semaine, quoi. Il le disait ce week-end, il le disait qu'il n'était pas forcément au top de sa forme. Donc autant Chantra, je peux être d'accord avec toi, il nous habitue à mieux, autant Canet. Ça l'a surpris d'être sur 4 roues, je pense. C'est pour ça qu'il a eu un accident. Et c'est bizarre, il y a trop de stabilité, là, il faut que je prenne de l'angle, et voilà. Il a désactivé l'anti-patinage et il s'est bourré avec une Corvette, je crois, de mémoire. Oui. Ah, je sais pas ce que c'est. Tu voulais nous parler de Roberts et Acosta ? Ouais, côté Joe Roberts, ça, c'était un peu ma déception du week-end. Ouais. Pour moi, il a pas fait une très bonne course, parce que il y a quelques courses, il était à ça de gagner. Donc je m'étais juste noté que j'étais un peu déçue et que j'avais l'impression que sa saison, c'était un peu les montagnes russes en termes de résultats. Donc, je sais pas, vous, de votre point de vue, ce que vous en avez pensé et si vous avez fait attention à lui pendant la course. Parler de montagne russe pour un Américain, c'est osé. J'avoue. Mais oui. Bon, après, c'est vrai que c'est un championnat où il y a difficilement, je trouve, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais dès que tu passes un peu les gros poids lourds. Roberts n'en est pas un et c'est vrai que c'est en dents de scie souvent, quoi. Là où c'est pareil cette saison. Il y en a 2-3 comme ça, même plus. Peut-être 4-5 où ils vont faire une perf et puis le week-end d'après ils vont moins performer. Et je pense que c'est la loi de ce championnat Moto 2, quoi. Ouais, après, c'est un pilote que j'aime bien, donc forcément ça me marque plus que d'autres, mais c'est pas le seul, en effet. Ouais, après, j'aurais la même remarque sur Schroeter. Là, Schroeter, il était dans un week-end avec, puisqu'il était à domicile, donc tu le vois 4, tu dis tiens, qu'est-ce qu'il fait là ? Et puis, peut-être que la semaine prochaine, ce sera retour à l'anonymat, mais peut-être que ce sera Dixon. Ouais, il y a des pilotes comme ça qui brillent par leur irrégularité, quoi. C'est, comme tu dis, c'est montagne russe, quoi. Je voudrais apporter une précision sur Canet parce qu'il était passager de la voiture. Il était passager ? Ouais, il était pas conducteur. Voilà, c'était juste pour dire que il avait désactivé apparemment l'antipatinage, mais c'était sa femme qui conduisait. Donc, j'espère que sa femme a une bonne assurance. Ouais. Et du coup, pour finir sur la Moto 2. Moi, mon point positif, et celle-là, ça commence à faire plusieurs courses, c'est Acosta. J'ai l'impression que vraiment, autant en début de saison, il cherchait ses marques et là, il les a trouvées et il nous montre des dépassements comme il était capable de faire en Moto 3. Enfin, là, les dépassements sur la fin de course, t'as l'impression qu'il s'est mis en pilote automatique. Il s'est dit, OK, j'ai mon podium, je le lâche pas et dégage, la deuxième place, elle est pour moi, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment le point positif du week-end.
Ouais, complètement d'accord. C'est un mec qui a faim et c'est un régal de le voir les dents rayer le parquet à ce point, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Et en plus voir, comme tu dis, le voir avoir découvrir la moto, enfin en tout cas comprendre la moto, là c'est parti, quoi. Je pense que Bah, puis je trouve que ça faisait longtemps, après vous avez peut-être plus ça en tête que moi, mais qu'on voit un pilote évoluer aussi facilement en Moto 3 et arriver en Moto 2 et qu'au bout de 10 courses, le mec, il les éclate tous, quoi. T'avais Raoul Fernandez l'an dernier qui avait fait à peu près la même en couleur. Je sais plus si c'était sa première. Si, c'était sa première saison. Ouais, il me semble. Mais tu vois, c'est encore en espagnol, quoi. Ouais, mais Acosta, là, il est à 75 points à mi-saison. Il est, comme tu l'as dit, il est dans une bonne dynamique, donc ça peut lui permettre de se reclasser, certainement dans le top 5 à la fin de saison, donc ça serait pas mal. On va voir, mais de toute façon, c'est la marche à suivre, quoi. De toute façon, au classement général, vu comment ça se passe côté leader, ça va forcément bouger parce que Vietti, moi c'est ce que je m'étais noté sur ce week-end, c'est qu'est-ce que fout Vietti, parce que bon, déjà comme pour Olivier Conchou, moi c'est un peu mon chouchou de la Moto 2, Vietti, donc j'étais vraiment deg de son week-end. Et il y avait rien ne va, quoi. Il est en Q1, il va en Q2, d'accord, mais il se positionne pas si bien que ça, et en course il finit dans le bac à gravier, donc ça fait chier. Et en plus de ça, côté VR46, au final, à part Gonzalez, personne n'a terminé sur ses roues ou dans les points, donc ouais, ça va. Enfin, en plus, l'histoire, elle va s'arrêter en fin de saison, hein, pour VR46 en Moto 2, pour Mouni, de ce que j'ai vu. Donc, il va falloir soit monter, soit trouver une solution de repli dans une autre équipe. Donc, c'est pas placer les pilotes dans les bonnes conditions. Vietti, il a le titre à jouer, mais là, ça se resserre quand même assez sévère. Jusqu'à Canet, quoi. Canet 4ème à 17 points à mi-saison, c'est un mouchoir de poche, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, ça élimine pas non plus Arbolino, mais Arbolino, c'est pareil, il est pas assez. Moi, je le trouve pas assez présent, pas assez constant pour pouvoir dire sur une deuxième moitié de championnat, il peut se refaire. Il est toujours là, mais il est toujours là entre 4 et 6. Donc c'est trop loin pour marquer, quoi, pour marquer des gros points. Pour marquer des gros points, et on est un peu loin. Alors que Canet, t'as rappelé les raisons du week-end 100 cette semaine, mais c'est vrai qu'on l'a quand même vu un peu plus régulièrement devant depuis le début de saison, quoi. Oui, c'est quand même le mec qui se blesse, qui revient ultra vite et qui fait un truc ultra propre en course. Donc, ouais. Pardon, j'ai cassé ton envie de le bâcher. Qui ? Canet. Non, Canet, moi je l'aime beaucoup, hein. C'est un pilote, j'aimais bien. Puis j'aime bien, en fait, c'est physique. Tu vois, j'aime bien son gabarit. Et le mec, il est tout petit. Enfin, il est tout petit. Il est petit, trapu, et tu vois, je le verrais plus dans le MMA que dans le MotoGP, quoi. Mais puis ouais, moi j'aime bien. On apprend que Cyril aime bien les petits trapus, hein, Non, mais ça sera répété et amplifié, Cyril. Ah, tu peux, c'est pas le problème. Non, Canet, moi c'est un pilote que j'aime bien. Puis en plus, il a son franc-parler aussi. C'est un pilote qui a du caractère en plus. Ouais, il a du caractère. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus mûr en Moto 2, enfin mûr un peu plus vite en Moto 2, mais bon, là, ça progresse, ça avance. Donc c'est plutôt bien, quoi. Ouais. On a fait le tour pour le Moto 2 ? Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais. Eh ben Olivier, c'est parti pour le MotoGP. Avec grand plaisir. À noter en Q1 du coup la présence de Pol Espargaro et des KTM, les 4, et c'est deux Italiens qui vont s'en sortir finalement, Di Gianantonio et Bezzecchi. Bastianini lui semble traverser un trou d'air, il est à presque 6/10 du meilleur temps en Q1, et en Q2 ça se joue à pas grand chose comme on aurait pu l'imaginer vu les écarts aux essais libres. C'est finalement Bagnaia qui prend la pole, suivi de Quartararo et Zarco. Tous les trois sont dans le même 10e. Alors vu les écarts, on sent bien que la course va s'annoncer pas mal du tout.
Et en tout cas, au début, c'est Quartararo qui prend le meilleur départ et qui chip la première place à Bagnaia dès le premier virage. Zarco part pas trop mal, il perd qu'une place au profit de Aleix Espargaro qui lui est parfaitement parti. Et dès les premiers hectomètres, on sent bien que Quartararo et Bagnaia sont sur une autre planète, niveau rythme de course. Sur ce circuit, les possibilités de dépassement en plus sont très limitées. Bagnaia tente de reprendre la tête au premier virage un tour plus tard après le départ, mais ne parvient pas à tourner. Et Quartararo recroise avec talent. Aleix Espargaro au troisième n'est pas très loin, mais derrière lui, Zarco commence à se faire pressant à tel point qu'il réussit à le passer avec autorité dans le dernier droite du virage qui amène à la grande descente, un dépassement d'anthologie, spécial dédicace à Romaric qui nous écoute. Juste derrière, Miller remonte quelques places et pointe à la 5e place, mais rappelons que l'Australien va devoir effectuer un long lap en raison de sa chute sous drapeau jaune pendant la FP4, et pendant ce temps-là, en tête, Quartararo et Bagnaia continuent de faire le trou avec le reste du plateau. La domination de ces deux-là est impressionnante en ce début de Grand Prix. Et puis coup de théâtre au 4e tour, Bagnaia qui faisait le forcing pour rejoindre Fabio glisse de l'arrière à la réaccélération dans le premier virage, une chute assez étrange. En tout cas, l'Italien a le réflexe d'en vouloir à sa moto et cette fois surtout il pourra pas dire que c'est à cause de Nakagami. Derrière lui, c'est Mir qui chute après une petite bagarre avec Oliveira avec un Rins absent pour blessure. C'est un résultat blanc pour Suzuki malheureusement. Quartararo toujours lui seul en tête déroule. Vinales réussit à remonter virtuellement au pied du podium. Miller malgré son englap lui pointe à une belle 6e place. Au 7e tour, nouvelle chute cette fois de Nakagami et devant pas trop de suspense, du coup on se dit que les 23 derniers tours vont être longs, ce qui a été plutôt le cas, on va pas se mentir. Miller réussit tout de même à grappiller des dixièmes à Di Giannantonio et finit par le passer. Il s'échappe très vite à la poursuite du duo Aprilia. Vinales est toujours 4e, on a passé la mi-course et le même Vinales va faire une erreur semble-t-il. Miller le passe 4e et l'Espagnol faisait une belle course mais joue de malchance, il dégringole au classement et finit par lâcher son Aprilia. Alors on se demande un petit peu ce qui se passe pour l'Espagnol. Il dit il nous fait juste une Vinales, il se fait doubler une fois et puis il dégringole, ça c'est normal, c'est une Vinales. Et non, c'est plutôt un problème technique parce qu'on voit que son système de réduction de l'assiette en course est défectueux. Lorsqu'il rend sa moto devant le stand Aprilia, on dirait même que le ressort arrière a cassé, on a le passage de roue qui est posé sur le pneu arrière, pas très pratique pour rouler. Miller toujours 4e du coup part à la poursuite d'Aleix Espargaro, donc on se régale d'avance pour une bagarre qui n'aura pas vraiment lieu en fait. Miller tente bien les freins dans le premier virage 2-3 fois, à la limite de se bourrer d'ailleurs, mais il n'y arrive pas, il tire tout droit et puis il faudra finalement une erreur d'Aleix Espargaro à 3 tours de l'arrivée dans ce même virage 1 pour que Miller parvienne à passer. Classement final, victoire de Quartararo et même doublé français avec Zarco 2e, Miller 3e, Espargaro 4e, première victoire de Fabio sur un circuit qui tourne à l'envers et première victoire de Yamaha en Allemagne depuis 2009. Merci Fabio. Au championnat, Quartararo prend de l'avance avec 172 points, Aleix est toujours 2e 138 points et Zarco est sur le podium virtuel du championnat avec 111 points. Voilà pour ce petit résumé de course. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais peut-être commencer par toi, Ophélie, tiens, pour changer. C'était trop bien. Ouais, c'était bien. Moi, à partir du moment où Fabio et Zarco ils sont dans le peloton de tête, il me faut pas grand-chose pour être heureuse sur une course. Donc, c'était vraiment cool cette course. En fait, ça faisait plaisir de voir Fabio à la bagarre avec Pecco, même si ça n'a pas duré longtemps. Et Zarco nous a régalé avec ce dépassement. Enfin, pour moi, c'est l'image du week-end, c'est le dépassement de Zarco dans le waterfall. Donc vraiment ultra contente de cette course. Et ça fait plaisir d'avoir un peu de renouveau sur ce circuit, malheureusement en l'absence de Marquez, mais c'est cool de voir quelqu'un d'autre s'imposer là-bas et voir qu'il n'y a pas que les Honda qui peuvent y arriver. Et avec de la marge en plus. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais comme d'habitude, de toute façon, il est parti, il les a laissés derrière et puis ciao quoi. Cyril, qu'est-ce que t'en dis? La domination de Quartararo, elle est quand même, elle est sévère. Surtout, ça fait la deuxième fois qu'il met tout le monde très très loin derrière. Sur une course comme ça, de toute façon, pour lui, c'est un week-end quasiment parfait puisque Bagnaia prend la pole en battant le record du tour. Lui, il est dans le temps, c'est-à-dire qu'il est pas très loin. Après en course il est complètement tout seul, personne peut contester quoi que ce soit. C'est une domination vraiment impressionnante de sa part.
sur la demi-saison, il y a très très peu d'erreurs en plus. Là, depuis le retour en Europe, c'est des courses qui sont parfaites, c'est-à-dire que sur des circuits où il est à l'aise, lui et ou sa moto, bah ça passe tout seul, ça met 5 secondes à tout le monde. Bah donc ça prend des points. J'ai vraiment du mal à me lasser de le voir piloter comme ça en fait. C'est-à-dire que ça, on en parlera peut-être plus en débrief d'intersaison, mais le voir comme ça maintenant à ce niveau-là et à ce moment de la saison, c'est vraiment intéressant. C'est à ce moment-là qu'il faut être fort, puisque les courses elles s'enchaînent. Ouais. Et lui, il les enchaîne très très bien, et derrière, ça a du mal à suivre. On pense évidemment à Pecco parce que là, il fait une nouvelle chute seul, alors que sur le week-end, il prouvait qu'il avait du rythme. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. C'est seul après 2 passes d'armes avec Quarta, et c'est moi mon premier réflexe à la fin de la course que j'ai vu en léger différé sur le WhatsApp c'est qui en poule, j'avais tout de suite dit putain, enfin une bagarre Bagnaia-Quartararo, une vraie. Et en plus, c'est Quartararo qui sort vainqueur de cette bagarre au mental, hein, parce que en vrai, sur les compétences pures, ils sont sensiblement équivalents. Mais alors, il y a peut-être un problème technique sur l'anti-patinage de la Ducati. On saura sans doute jamais. Après, on voyait bien qu'il commençait à s'énerver aussi derrière, qu'en même temps qu'il devait forcer pour maintenir le rythme stratosphérique de Fabio, et puis il finit par se bourrer tout seul comme un grand. Donc mentalement, c'est très important pour Fabio de gagner ces duels-là, et en plus nous on est contents. Moi, je me posais la question sur Pecco, sur sa chute, parce que dans les communiqués, on n'avait pas beaucoup d'infos, et je me demandais s'il n'avait pas cherché à forcer, sachant que Fabio était parti en médium à l'arrière et que lui était en hard, et que du coup, il savait très bien que Fabio, ce type de pneu, il le maîtrise à merveille, et qu'il allait s'échapper. Et au final, Pecco disait qu'en étudiant la chute, il avait pas d'explication à la manière dont il était tombé. Donc mais d'ailleurs, on le voit à ses réactions, même sur le moment de la chute, c'est que même lui comprend pas, quoi. Enfin, sur le moment, alors il en veut à sa moto au début. Quand on veut à ta moto, c'est que de base, toi, t'es sûr que t'as pas fait de conneries. Ouais. Effectivement, là, oui, et même, alors encore plus à distance, mais moi non plus, j'ai pas compris, quoi. Enfin, encore, tu perds l'avant dans celui-là parce que, en plus, il est en dévers, c'est vraiment un virage de bâtard, hein, le premier du Sachsenring. Même en jeu vidéo, c'est dire si c'est vraiment un peu ouais. Et quand tu vois en plus toutes les chutes qu'il y a eu ce week-end dans ce virage, tu vois bien, puis chaque année, c'est l'hécatombe dans celui-là. Mais perdre l'arrière, ouais, sur le petit repart de gaz là, en plus tout smoothie là, il a posé. Ouais, on était aussi, premier étonné. Ouais. Les premiers à pas savoir pourquoi, quoi. Effectivement. Bah, tu vois, sur la physionomie de course, tu vois quand même assez clairement comment ça se passe. Quartararo, il part très fort. Moi, j'ai vraiment l'impression que Bagnaia, il essaye de s'accrocher, et tu vois que les deux sur le premier tour et demi, ils prennent tout de suite l'ascendant sur le reste. Et Quartararo, il prend aussi très très vite 2 dixièmes sur Bagnaia, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que Bagnaia, il veut raccrocher le wagon et qu'il pousse, quoi. Et ça passe pas. Il faut quand même noter sur Fabio, parce que moi c'est là que je me suis dit le mec est vraiment fort, c'est qu'il a été malade tout le week-end. C'est que il avait quoi d'ailleurs je sais pas trop, mais il disait qu'il avait passé sa course à tousser. Donc ça va qu'à 45 minutes de course à tousser tranquille, quoi. Ouais. Et après le mec et puis tu causes 5 secondes à tout le monde. Ouais, c'est clair. Après le mec court pour aller 5 secondes à Zarco, parce que derrière Zarco il y a encore 5 secondes. Ouais, il y en a 3, ouais, mais ouais, il y a beaucoup, ouais. Et puis surtout quand tu sais que le mec a été malade, il s'est tapé une course sous une chaleur où à la fin de course il disait que c'était ingérable, et que le mec après se met à courir pour aller jusqu'à la tribune de ses fans jeter ses bottes. J'étais mais en fait il en a pas eu assez, quoi.
Alors juste pour en finir sur Fabio, du coup il y avait une stat que moi j'avais trouvé intéressante et que je vous avais envoyée, c'est que l'an dernier, juste avant la trêve, Fabio avait 4 victoires sur un total de 5 et il avait fait 10 podiums. Aujourd'hui il a 3 victoires et 6 podiums, donc autant de podiums à la même période qu'en 2021. Donc c'est à se demander si en gardant ce rythme il reprendrait pas le même chemin que l'année dernière, parce que s'il arrive à Assen et qu'il les dégomme à Assen, il a tout pour gagner. Ouais, la deuxième partie de saison va être capitale. Parce que l'an dernier, on a vu Bagnaia revenir très fort en deuxième partie. Ouais. Donc, Martin aussi. Oui, Martin aussi. Ouais, faut se méfier des Rital. En fait, le parallèle que tu fais avec la saison 2021, il est tout à fait juste, dans le sens où Quartararo, il se place exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que là, tu me cites Bagnaia et Martin qui avaient fait des fins de saison super intéressantes. Ouais, mais Bagnaia, il a déjà 90 points de retard et Martin, il en a 110, quoi. C'est clair. Donc, s'ils veulent se replacer au général, va falloir en enquiller des 25 points. Ouais, parce que Martin, il revenait de blessure l'année dernière sur la première partie de saison, mais mentalement, il était pas dans la même le même mood. Pour moi, j'ai l'impression qu'il était là, il est un peu il est très confiant dans son team et dans son talent, et ça lui porte parfois préjudice. Enfin, moi, je le ressens comme ça en tant que spectatrice experte canapé, je le vois un peu comme ça. Mais moi, si tu veux, ça me va bien, parce que pour le moment, les hommes forts du championnat, c'est évidemment Quartararo, Espargaro et Zarco. Donc si tu me dis une deuxième partie de saison avec Bagnaia et Martin qui pètent tout, ça veut dire que les autres, ils marqueront moins de points aussi. Donc c'est un petit peu ce qu'il arrive à faire, hein. C'est-à-dire que il est dans une saison où il domine quand même assez fortement pas mal de courses quand même, et même quand il les gagne pas, il marque des gros points, ce qui fait que c'est pour revenir, j'en vois pas beaucoup. Tu vois, les seuls qui peuvent revenir, à mon avis, c'est Espargaro et Zarco, quoi. Derrière, ça va être compliqué, hein. Va falloir en mettre, hein. Ouais, et puis un première et deuxième marche au classement général en fin de saison française, ça serait pas déconnant et pas dégueu quand même pour nous. Ouais, je pense que ça va être compliqué, parce qu'Espargaro, il va pas se laisser faire. Oui, non. Et c'est aussi un point que je voulais dire, parce que on en avait parlé pas mal entre nous, mais moi j'avais vraiment peur qu'après sa déconvenue à Barcelone, la tête lâche. Et mine de rien, il a fait un bon week-end, il fait une belle 4e place. Et c'est ça, il fait 4e, ouais. Donc il s'est pas démobilisé, parce que quand même, ce qu'il a pris, quand tu prends ça devant tout le monde, il y a de quoi perdre pied. Et Gamberger, et mine de rien, il a réussi à se remettre dans le bon sens, tout en embarquant Viñales une bonne partie de la course. Exactement, c'était aussi intéressant. Exactement. Mais dans le bon sens, embarqué dans le bon sens du terme, évidemment. Ouais. Qui veut en parler de Viñales, justement? Non, j'avoue, moi j'étais un peu deg pour lui, parce que il nous fait quand même une très très belle course derrière Espargaro. On sent qu'il a envie de passer, parce qu'il a l'air d'avoir quand même un peu plus de rythme. Mais alors, ça se joue à que dalle, hein, ça se joue au 10e, hein, on est d'accord, mais on sent mais qu'il a pas envie d'y aller non plus. Je suis pas dans sa tête, hein, mais de l'extérieur, c'est ce que ça donnait comme impression, qu'il a pas envie d'y aller parce qu'il a pas envie de foutre son pote au tapis. Histoire sur le gauche. Alors est-ce que c'est lié au device? Je sais pas trop. En tout cas, Histoire, il laisse passer Miller, et puis après il s'écroule. Enfin, moi, en le regardant au début, ce que j'ai dit pendant le compte rendu, j'ai l'impression que c'était une Viñales, quoi. Ça y est, il se fait doubler une fois, il va se refaire doubler, il va finir 10e, 15e. Et en fait, non, c'était un problème technique, et ça m'a presque rassuré, en fait, de voir que c'était qu'il avait lâché l'affaire sur un problème technique et pas sur un problème mental ou autre. Donc j'espère pour lui que ça va le faire repartir. Là, il confirme que je pense que Aprilia a bien fait de continuer avec lui. Donc ça va être intéressant. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Il a sûrement vu de la data de
de Aleix ou je sais pas, mais il s'est passé un truc. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé pour qu'il arrive aussi proche du podium. À voir quoi. Vivement la semaine prochaine pour qu'on voit s'il confirme ou pas. Mais moi j'étais content pour lui. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, Vignales, j'en attends pas grand-chose cette saison parce que j'ai l'impression qu'il a encore besoin de faire ses armes chez Aprilia. Mais comme au final disait très bien Espargaro, c'est que Vignales c'est un excellent pilote et que la différence entre les deux, c'est l'expérience dans le team que peut avoir Espargaro en face de Maverick. Mais ouais, j'étais assez d'accord avec toi sur le fait que ça faisait quand même plaisir de le voir revenir à ses premiers amours, quoi, à la bagarre en piste et à faire des bons résultats. Donc c'est plutôt cool. Ouais. C'est l'effet Top Gun, ça. Ça va le suivre, le pauvre. Fallait pas l'appeler comme ça. Hein. C'est clair. C'est pas de sa faute, mais pour vouloir qu'à ses parents. Ouais. C'est effectivement, c'est bien de le voir. C'est des belles promesses. Maintenant, il va falloir confirmer. Après, j'aurais bien voulu que ce soit un poil plus tôt dans la saison pour qu'il puisse enchaîner. Mais au moins, il prouve qu'il est pas si loin que ça, qu'il a encore la vitesse, le niveau, appelez ça comme vous voulez, mais oui, puis on est qu'à mi-saison hein, finalement, donc. Moi, c'est pareil, hein, un Vignales qui revient jouer devant et qui va prendre des points à aller chez Espargaro, ça me va aussi. C'est très chauvin, mais ouais. Bon, après, la déclaration d'après course, c'est du Vignales tout craché, quoi. Oui. Bon, il a eu un pépin technique et après il vient dire oui, ce que fait Quartararo, c'est bon, hein, Marquez est pas là, machin bidule. Et puis en plus il a la Yamaha. Oui, tu l'as eu pendant 5 ans, on n'a rien fait. Donc voilà. Après bon, c'est un petit peu dommage parce que justement il y avait, je pense qu'il y avait après. C'est ce qui a été retranscrit, mais je pense qu'il a aussi tiré du positif de ce week-end, hein, parce que c'est quand même pas si souvent qu'on le voit à la fête en course. Et donc voilà. Enfin, le gros intérêt, c'est que ça va enchaîner vite et que justement, s'il est dans la bonne dynamique, on va le voir tout de suite si ça confirme, si ça concrétise. Voilà. Après, faut quand même qu'on parle de Zarco. Hein. Ah oui, ouais. Grosse domination aussi, pas autant que Fabio, mais alors oui, son dépassement sur Espargaro, je te la pique, hein, Ophélie, désolé, mais oui, complètement dingue. Et puis un gros rythme. Alors, il avait misé lui sur le pneu dur, hein, comme Bagnaia finalement. Donc un pneu dur qui a pas, il l'a expliqué en conférence avec Canal, que ça avait pas marché comme il l'aurait voulu et que Fabio de toute façon était vraiment trop largement au-dessus, qu'il avait vraiment un rythme au-dessus mais il fait deuxième et en plus en faisant un bon départ, ce qui est quand même notable, et avec un dépassement je pensais Zarco trop prudent et trop mature pour tenter un truc comme ça, quoi, honnêtement. Et là non, il a débranché, il est passé et c'était complètement dingue. Non, mais c'était incroyable ce dépassement, vraiment. Pour moi, c'est le plus beau dépassement qu'on ait eu depuis le début de saison, quoi. C'est à chaque fois que Zarco il nous fait un truc, c'est comme son long lap de malade qu'il nous avait fait. Enfin, à chaque fois, c'est ultra marquant et ultra propre, quoi. Surtout que là, pour le coup, dans l'endroit où il fait son dépassement, c'est quand même un endroit qui est plutôt canon à voir à la télé. Après, je sais pas ce que ça donne sur place, mais c'est l'endroit pour moi qui est le plus intéressant de ce circuit. Et c'est juste, tu vois que Espargaro, il comprend même pas ce qui lui arrive, quoi. Il arrive, il le bouffe et ciao, je finis ma course sans toi, quoi. Oui, en plus c'est propre, quoi. C'est pas dégueu, c'est juste propre et spectaculaire. Donc, non, mais t'as MotoGP.com qui a fait toute une vidéo avec le détail, les flèches du dépassement de Zarco. Et en fait, tu vois à quel point la trajectoire. Enfin, moi, je pense que j'ai revu cette vidéo au moins 6 fois en me disant purée. Ok, j'aurais bien aimé être derrière lui sur la moto à ce moment-là, quoi. Ah, mais il aurait jamais pu dépasser aussi. Ouais. Non, mais c'est bien parce que on le sentait toujours un peu frustré quand il était dans le top 5 ou top 10 après un départ foiré où il avait du mal à doubler, et là il double pour finir top 2, donc c'est top. Ouais, et en début de course en plus. Ouais. C'est ce qu'on disait sur les stats, c'est que sur ses dernières courses, il a fait 5e, 4e, 3e et 2e.
Donc, on va espérer que la suite logique se fasse à Assen aussi, parce que je pense qu'il a de quoi être en confiance pour les prochaines courses. Comme tu dis, la confiance, elle joue beaucoup. C'est un pilote. Ouais, sur les dernières courses, il est présent, il chute peu, il est performant. Pour moi, c'est. Après, ça fait un peu école des fans, quoi, parce que je vais finir par dire que je les aime tous, mais Zarco, ouais, moi, c'est un pilote. Je trouve que voilà, il est attachant, moi, j'adore. Ouais, tu vois, il est plus qu'attachant parce que sur une course comme ça, quand même, il fait 2, il met 3 secondes à tout le monde. Il Sachant fait en que plus sur la fin de pardon, je te coupe, ouais, mais en plus sur la fin de course, il était vraiment en difficulté avec son pneu. Ouais. Et quand tu le vois, il était pas loin de mettre 5 secondes à Miller qui revenait fort, mais sur les 2 dernières courses, il expliquait qu'il était vraiment à la limite et il avait vraiment peur de se bourrer. Donc oui, si son pneu avait marché jusqu'au bout, il aurait mis 5 secondes aussi. Ouais, physiquement, il a souffert quand même, hein, parce que dans le débrief, enfin dans ce qu'ils appellent la cool room, j'ai trouvé que d'ailleurs c'était bien rigolo ça. C'est très très bien d'avoir. Je trouve que c'est une bonne initiative de la Dorna parce que je trouve que les pilotes ont souvent à ce moment-là des discussions à chaud et souvent c'est des équipes différentes, donc ça leur permet d'échanger un petit peu sur les perfs des uns et des autres. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis c'est cool parce qu'ils sont en fin de course, en redescente d'adrénaline et ils sont vraiment, ils sont nature peinture. Enfin, Zarco, quand tu le vois dans la pièce, t'es là, mais ce mec, c'est vraiment tout ce qui dégage en public. T'as l'impression que c'est vraiment lui en privé, donc que c'est agréable à voir. Et je trouvais ça cool aussi. La Dorna le montre pas souvent. Au final, t'as quelques fois sur les réseaux ce genre d'images, mais là c'était cool de l'avoir aussi sur Canal et que la trad soit faite pour ceux qui comprennent pas l'anglais en plus. L'anglais a l'accent à couper au couteau australien de Miller. Oh là là, mais l'anglais on comprend, hein, mais l'australien non. Non, mais je l'ai revu en anglais cette vidéo et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment, faut y aller pour comprendre. En plus, des fois, t'entends pas forcément, ils ont pas forcément les micros à côté. Là, ouais. T'es là, bon, ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Mais ouais, quand tu vois, pour en finir avec Zarco, moi, quand je vois ce genre de course, t'as envie de dire à Fabio, vas-y, partage un peu, laisse-lui la place. C'est bon, toi, t'as des points d'avance. Mais en vrai, quand tu regardes, la saison est loin d'être finie. Avec le nombre de courses qu'on a cette saison, il a que, entre guillemets, 61 points de retard. Ouais, il a que 61 points de retard sur un pilote qui est en train de les enquiller et qui met 5 secondes à tout le monde, hein, donc c'est. Ouais. Ah, laisse-moi un peu d'espoir, aussi, Cyril, s'il te plaît. C'est compliqué. Bah ouais, moi je voudrais bien en avoir pour aussi plein d'autres pilotes, quoi, mais là, Quartararo, il montre sur les 4-5 dernières courses qu'il a tout le monde à sa pogne, quoi. Après, il y aura des circuits qui seront plus compliqués, il y aura forcément des conditions qui vont être moins favorables plus tard dans le championnat, hein, mais là, il maîtrise son sujet et puis voilà, quoi. T'as beau dire ce que tu veux, pour aller le chercher, il va falloir se lever tôt, quoi. Après, moi, je voulais quand même parler d'Honda parce que vous avez parlé de la chaleur. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Honda. Déjà, Paul Espargaro en a pris des belles en FP. Oui. Et c'est pour ça qu'il a abandonné en course. Il s'est fait, a priori, il a pris une grosse chute le vendredi qui lui a fait mal à la poitrine. Et a priori, pendant le GP, il a eu une grosse douleur, donc il a dû s'arrêter. Mais le plus intéressant, c'était le débrief de Bradle. Je sais pas si vous avez lu, parce que alors là, le pépère, il a sorti la sulfateuse. En gros, d'après ce qu'il a dit, sur les 3-4 premiers tours, les leviers de frein étaient bouillants compte tenu de la température. Les bottes aussi. Il a parlé aussi de la température au niveau des pieds. Et il a dit qu'aérodynamiquement, la moto, elle n'était pas faite pour des courses qui se déroulent sous ces températures-là. Et à savoir que, bonjour, on est au mois de juin, oui. Donc tout le mois d'août et tout le mois de septembre, quand vous allez partir en Malaisie, oui. Bon courage les cocos si effectivement il y a ce genre de problème. Alors je trouve ça étonnant de la part de Bradle de faire ce genre de sortie. Mais après voilà, ce qui est dit est dit, hein. Mais voilà, donc a priori la moto
ne faciliterait pas la vie des pilotes à chaud. Alors après, bon, c'est pas une Goldwyn, hein, donc on va pas lui mettre la clim non plus pour Assen, hein, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que l'info était assez intéressante. Ah oui, c'est intéressant parce que tu vois que sur le confort est quand même une donnée, quoi. Enfin, en tout cas, le fait de pas cramer, voilà. Le fait de pouvoir piloter jusqu'au bout sans se cramer une main, un doigt, un pied, ou se péter les vertèbres. Donc c'est intéressant, ouais. Mais c'est un point, enfin en vrai, pour eux, je pense que c'est un point à soulever parce que faut aussi se dire que les températures qu'on a eues là, ça va être des températures qui vont devenir assez communes si ça change pas. Donc c'est peut-être un souci qu'ils vont rencontrer encore plus régulièrement. Je pense qu'un pilote d'essai, ça sert à ça, mais pas en course, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça faisait la réaction de pilote d'essai, quoi. Ouais. Clairement. Mais en même temps, Bradle, là, en soufflerie. Oh là là, mais j'ai chaud. Bradle, à ce prix-là, vu le nombre de courses qu'il va nous faire cette saison, il aurait dû être pilote sur la saison. Bah, c'est ce qui va se passer, à mon avis. Il y a des chances. Mais bon. Après, je vais piquer le petit sobriquet qui a été trouvé par A sur le Discord pour parler de Nakagamel. Donc, évidemment, j'ai trouvé que la blague était plutôt bonne. Oui. Mais voilà, bah, c'est compliqué. Ça fait badaboum tout le temps. Bon, bah, voilà, tant pis. Tant pis. De toute façon, à mon avis, la messe est dite, hein, pour parler franchement. Ouais. Ouais, moi, ça y est, il a passé le stade où, en fait, avant, ouais, non, mais non, justement, avant, j'avais pas de pitié. Je me disais, mec, sors-toi les doigts. Là, c'est bon, il me fait de la peine, en fait. T'as vu ce qui se passe quand il se sort les doigts? Ouais, non, mais enfin, c'est d'ailleurs pour parler de ça, il mais. se met la tête dans le pneu de l'arrière de Bagnaia, c'est pas mais forcément. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, j'ai trouvé ça, mais franchement presque honteux, la comédie autour de ces excuses ce week-end, vraiment. Alors, de ce que j'aurais compris et de ce que j'ai pu lire, ça serait culturellement normal chez lui de faire des excuses filmées et où il se ridiculise un peu, mais faut arrêter. Enfin, autant Bagnaia, il était en mode bon, déjà tu voyais qu'il était pas très content d'être filmé en train de recevoir des excuses, mais Rins ultra paternaliste, ultra mec, recommence pas, hein, t'as fait des bêtises, c'est pas bien, tu vas finir au coin. Enfin, en fait, ça va. Le mec, c'est Laurent Rigal qui le disait très bien, c'est que déjà ça en devient ridicule de filmer ce genre de choses, et en plus de ça, le mec, il a failli mourir, en fait. Enfin, il a fini à l'hôpital dans un état. Enfin, je suis désolée, quand tu revois. Déjà, moi, ça m'a beaucoup gêné de revoir la vidéo 15 fois tournée sur les réseaux. Il y a un moment donné, les mecs qui risquent leur vie, on n'a pas envie de voir ça. Mais les photos de lui à l'hôpital, enfin, en fait, quand t'as un peu de bon sens, tu vas pas te dire, OK, on va le ridiculiser et lui faire des excuses. Tu vois que le mec, il s'en veut en plus. Enfin, vraiment, moi, j'ai vu cet extrait, j'avais envie de me cacher sous un canapé tellement c'était gênant. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé ce côté télé-réal autour de ces excuses. Enfin, je m'emporte, hein, mais vraiment, ça m'a vraiment contrarié ce week-end. Et à un moment donné, OK, on est en 2022, il faut faire du buzz, mais vas-y, c'est bon. Il y a d'autres choses sur lesquelles faire du buzz que de parler de ça. Et en plus, c'est Kevin de la boîte à clapper qui le disait très bien, c'est que si ça avait été Rossi, ça aurait été la même fois 15. Enfin, c'est bon, les gars, en fait, à un moment donné, on a compris. Il est responsable des chutes, il s'est excusé, c'est bon, quoi. Bah, surtout que ça a été bien expliqué, c'est fait de course. Alors la prochaine étape, voilà, il y a rien à dire. Enfin, il fait une erreur, il l'admet, voilà. La prochaine étape, je sais pas, c'est tu l'habilles en cuir et tu le mets au bout d'une laisse, je sais pas. Enfin, non, mais moi je suis de ton avis, j'ai trouvé que c'était complètement inutile. Inutile. Mettons-lui une pancarte autour du cou tout le week-end avec marqué je suis désolé. Enfin, à ce prix-là, les gars, si vous êtes pas capable de pas faire tout un pataquès pour un fait de course, ça a été prouvé et ça a été dit et tu le vois très bien que c'est un fait de course, bah dans ce cas-là, mettez des roulettes sur vos motos, vous êtes sûr que vous allez pas tomber, quoi. Ouais. Ouais, donc Honda 0 points. Ouais, Honda 0 points, qui est une première depuis 40 ans, quand même. Ouais, 82, sachant que c'était le Grand Prix de France qu'ils avaient boycotté. Donc, c'était volontaire. Donc, alors, si on compte en plus pas le volontaire, est-ce que c'était volontaire ce week-end? Mais d'ailleurs, à noter quand même que Marquez, qui n'a fait que 6 courses sur les 10 depuis le début de la saison, a plus de points que l'intégralité des pilotes Honda et LCR. Lui, il a 60 points et les autres n'en ont pas autant, quoi.
Non, mais à un moment donné, c'est ce que je disais en début de podcast, c'est qu'il va peut-être falloir se poser la question de la moto à pilote unique, parce que là, ça commence à se voir. C'est les ailerons. Ah, c'est sûr. Les ailerons, la pression de pneus. C'est sûr. C'est ça. Peut-être même la couleur des jantes. Je pense que ça doit faire. Ça doit y faire. Eh ben, détrompe-toi. La couleur des jantes, oui. Non, mais oui, je sais. Tu sais que la peinture noire est plus lourde que la peinture noir clair. Oh, Yam, c'est dur aussi, ouais. Enfin, en dehors de Fabio. Bah, Yam, c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais, c'est surtout que RNF. Ouais, enfin, la Team With You, ça va être sans eux, quoi. Donc, ouais, Dovi, de toute façon, je sais pas, faut qu'il trouve un moyen de se parler avec son équipe, ou je sais pas. Voilà. Ouais, mais bon, quand tu vois quand ils se parlent, ils se prennent des tacles publiquement dans les médias. Ah. Mais moi, ça me donne juste envie Enfin, ça me fait de la peine en fait de les voir autant en galère, les pilotes. Autant Binder, c'est une chose, mais de voir Dovi finir sa carrière sur ça, ça donne quand même envie de voir Dovi de finir quelques courses sur une moto compétitive, quoi. Il y croit pas, Cyril. Non, mais de toute façon, chez With You, tout le monde a lâché la rampe, hein, donc là, la fin de saison, bah non, mais enfin, quand dès le début les mecs ils se mettent sur la gueule, voilà, faut accepter que il va y avoir 20 courses à faire, hein, les gars, hein, ils vont passer 20 week-ends ensemble. Mine de rien, ça fait du temps. Si c'est pour se mettre sur la gueule, c'est pas la peine. Non. Ouais, puis c'est une question de. Enfin, pourquoi tu fais venir un pilote qui a le palmarès de Dovi et la carrière qu'il a, si c'est pour derrière le tacler comme il le tacle, en fait. Enfin, c'est une discussion qu'on a déjà eue, hein, mais je trouve ça. Il y a un manque de respect mutuel, donc de toute façon. Si tu m'écoutes pas, je t'écoute pas, donc ça sert à rien. Enfin. Après, comme d'habitude, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les paddocks en interne, mais d'un point de vue extérieur, c'est pas glorieux. C'est moche. C'est moche. Ça. C'est ultra chum, comme disent les jeunes. Je voulais parler des Spargaro, mais j'en ai déjà assez parlé. Oui, par contre, je voulais parler de Ducati, parce que il y a eu pas mal de petits mots sur Ducati, notamment, Pecco pas au niveau, ceci, cela, et puis piralala. Faut quand même voir que Ducati place 7 pilotes parmi les 11, ce qui laisse quand même que 4 places pour les autres. Donc, il y a quand même une hégémonie Ducati qui est assez palpable. Alors, ça a le défaut de ses qualités, hein, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pilotes. La moto est performante et les pilotes, c'est pas des peintres. Donc, forcément, ils sont souvent devant. Et le seul problème que je vois, c'est que c'est pas toujours le même qui est en tête. Donc, forcément, tu te retrouves avec des pilotes qui sont très bien placés au général, parce que ils sont quand même 3, 4, 5. Mais voilà, donc t'as pas effectivement de pilote leader qui se détache de l'équipe, mais ça reste un constructeur qui est très compétitif, qui effectivement amène sur le plateau des motos qui vont bien. Et le panier, c'est jamais le même qui sort. Donc forcément, on arrive à cette situation qui, à mon avis, est beaucoup plus confortable que chez Honda, où là, personne ne sort du panier. Ouais, non mais c'est clair. Mais voilà, quand j'entends dire Ducati, c'est pas encore cette année qu'ils vont être champions. Ok, mais en attendant, ils ont la meilleure meule du plateau, hein. Ouais, mais oui, la meilleure. Ce que je trouve impressionnant, c'est que, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'est que avant on avait quand même des circuits qui étaient typés Yamaha, typés Ducati. Maintenant, Ducati peut gagner sur n'importe quel circuit, quoi. Mais de la même manière que Fabio. Mais c'est ça, de la même manière que Fabio, sur des circuits où on ne l'attend pas, il arrive et il dézingue tout. Donc, Exactement. Ouais, exactement. Mais là, c'est la marque et le constructeur, quoi, avec une moto qui est super homogène et qui fait au plus progresser tout le monde et qui potentiellement peut faire gagner n'importe qui. Après, c'est pas Ducati, quoi. Donc Après, c'est pas compliqué de prendre de la place quand toi t'as 8 motos et qu'en face ils en ont 2, quoi. Non, mais c'est pas. Faut qu'elle soit bonne. Faut qu'elle soit bonne, parce que. Oui, mais regarde, la Suzuki, elle est pas si dégueu non plus que ça cette année, ni la Aprilia. Donc, mais ils ont 2 pilotes chacun, quoi. Ils en ont pas 11 comme t'avais noté. Ouais, c'est sûr. Tu voulais donner des petits exemples justement chez Ducati et côté pilote italien, Ophélie.
Ouais, moi c'était surtout côté italien que j'avais noté une progression qui moi me fait assez plaisir, c'est la progression de Marini sur les dernières courses. J'ai l'impression que ça y est, il a enfin trouvé le mode d'emploi et au-delà du fait de répéter sans cesse qu'il est trop grand et qu'il reste bloqué derrière des pilotes, il a quand même trouvé ses marques et il fait des choses pas trop dégueu sur les week-ends. Et j'avais aussi noté que Di Antonio faisait son premier top 10 et ça c'est plutôt cool. Moi c'est un peu mes chouchous la team VR46 et c'est aussi pour ça que je m'étais noté que Bezzecchi pour moi il fait une vraie saison de rookie parce que il est là, il est discret. Il fait des choses et il prend la place qu'il mérite en tant que rookie à l'inverse de Fernandez et Gardner qui au-delà de faire le spectacle dans le paddock en se prenant la tête de manière complètement ridicule mais c'était octogone là putain. Ah non mais vraiment mais oui. Bon du coup mais pour en finir avec les Italiens moi j'ai trouvé que c'était assez propre côté rookie et assez cool de voir Marini qui progresse et qui se lâche enfin. J'ai l'impression qu'il a débloqué un truc après avoir sur la deuxième partie de saison parce qu'on n'est pas à certaines surprises de sa part mais voilà moi c'est ce que j'avais noté les concernant. Ouais, c'est plus facile de performer quand t'es rookie sur une moto qui marche que sur une pelle, ouais. Sur une KTM par exemple. Mais bon après quand t'es sur une pelle chez Tech 3, faudrait peut-être pas non plus le rajouter le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le paddock et que tu viennes embrouiller ton coéquipier. Enfin à un moment donné lui dire t'es au milieu de la piste, bah ouais en fait à un moment donné il roule comme tout le monde donc. C'est clair. Après Raoul Fernandez il a eu quand même des mots gentils pour Hervé Poncharal. Ce qui m'étonne pas du tout, puisque bon, il a quand même dit que voilà, c'était un chef d'équipe comme il en avait jamais connu dans sa carrière, et tu m'étonnes parce que je pense que quand c'est Poncharal qui t'accueille en MotoGP, je pense que tu dois être loin des taloches sur le casque des Autrichiens et que bah je pense que c'était important pour Fernandez de le dire aussi. Ouais. Même si il s'est passé ce qui s'est passé en piste, bon bah, voilà les gars c'est des shows, voilà ils s'aiment pas déjà de base et puis ils se retrouvent dans la même équipe donc forcément. Mais après nous ça fait le spectacle hein, mais bon pour les équipes en interne. Oui. Après c'est clair que côté Tech 3 ils sont quand même très bien entourés. Les deux ils ont quand même des équipes qui ont l'air assez empathique et assez familial. Donc, je pense qu'il y a pire quand t'es rookie pour arriver dans ce genre d'équipe. Et c'est Canal qui avait fait un très bon sujet en début de saison sur l'entourage et les teams de Fernandez et Garner. Et tu voyais que l'ambiance, il y a pire, quoi. Tu pourrais avoir, tu pourrais croiser le regard de Lynn Jarvis tous les matins et à la place, tu crois celui d'Hervé Poncharal. Ouais. Donc, je pense que c'est pas le même. Mais ouais, je te rejoins aussi sur Marini. Il va falloir qu'il confirme, tu vois, sur les courses qu'il y a sur Assen et puis sur les courses d'août, quoi, pour être sûr pour révéler un peu plus la photo, j'ai envie de dire. Parce que là, effectivement, il y a du mieux, on le sent. Déjà, depuis le Mugello, on le voit un peu plus. Il est mieux placé sur la grille. Forcément, il est mieux placé en fin de course. Il chute assez peu, hein, donc c'est aussi un bon signe. Faut avancer dans cette direction. De toute façon, la moto, elle est bonne. Donc, faut confirmer, quoi. Après, Bezzecchi a une très bonne saison de rookie jusque-là. Après, va falloir que les Italiens ils y aillent mollo parce que moi, je vais plus savoir par où donner de la tête. Hein. Il va y avoir Vietti aussi qui risque de monter. Ah, mais les Fiat, je vais plus savoir où donner de la tête. Moi, vraiment, de toute façon, les petits protégés de Rossi, j'ai toujours, je pense que c'est mon cœur de fan de Rossi qui fait que, mais. 46 Family, quoi. Exactement. J'ai un certain affect quand tu vois Bezzecchi et Mignot défoncer le box de Rossi à la fin de la carrière de Rossi. Enfin, moi, ça m'éclate. On enquille sur la question auditeur qui était de Horace. Il y en a eu plusieurs, mais celle-là était intéressante et Pierre a documenté la réponse. Donc, je vais vous la transcrire. Donc, la question était, malgré la popularité de la moto en Allemagne, comment expliquez-vous la presque non-présence de pilotes allemands dans le championnat MotoGP? À cause de la prédominance des Espagnols et Italiens ou à cause des filières? En Formule 1, il y en a eu jusqu'à 5 à un moment. Alors, Pierre a bien bossé le sujet. Donc, la filière de formation
elle est quand même basée sur du superbike allemand, donc l'IDM, et elle est quand même assez fragile. Le promoteur historique donc de l'épreuve a arrêté en 2016. Et en 2017, donc c'est les constructeurs eux-mêmes qui ont essayé de gérer le championnat. Donc in extremis, après un nouveau promoteur a pu reprendre l'organisation. Donc on voit quand même une structure nationale qui est assez fragile. Et donc après, dans les petites catégories du championnat, il y a quand même des pilotes comme Maximilian Kapler, qui a fait 4 wildcards Moto 3 entre 2014 et 2016. Donc c'est quand même pas énorme, sans briller. Ce qui est intéressant à signaler aussi, c'est qu'il y a eu quand même des pilotes qui ont récupéré des titres sur la décennie précédente, notamment Sandro Cortese, qui a été champion Moto 3 en 2012 et champion Supersport en 2018. Donc c'est quand même un palmarès qui est pas dégueu. Alors il a quitté le Moto 2 en 2017 et le Superbike en 2020. Donc c'est pareil, il y a aussi un problème de sponsor et d'accompagnement des pilotes qui arrivent à un certain niveau, et surtout Folger, donc avait été 5e en Moto 3 en 2013, 6e en Moto 2 en 2015, et qui avait quand même bien tourné chez Tech 3 en 2017. Et après, il a eu des pépins de santé quand même assez impactants. Et il a loupé son retour en 2020 en Superbike et aussi en 21. Et donc du coup, ils ont plus vraiment de pilotes au niveau mondial, excepté Bradle, donc qui est pilote d'essai Honda, et puis Marcel Schroeter, donc en Moto 2, quoi. Donc c'est un peu léger. Il y a toujours Reutel, qui a été là aussi une bonne période, qui est maintenant Superbike. Et c'est un petit peu compliqué. Après, ce qu'explique bien Pierre, c'est que la fédération allemande en fait de sport motocycliste, elle est liée aussi à la fédération 4 roues. C'est-à-dire que autant en France vous avez une fédération voiture et une fédération moto, en Italie c'est pareil, en Espagne, Suisse, Belgique, et les Allemands ils ont décidé de faire une fédération commune, donc peut-être qu'il y a une priorité mise sur le sport auto. Donc ça c'est à voir. Pardon, surtout que d'un point de vue, ce que j'avais rajouté aux petites notes de Pierre très intéressantes, c'est que en plus sur le plan historique, industriel et sportif, en Allemagne c'est plutôt quand même la bagnole qui domine, avec des grosses marques comme Mercedes, BM, Porsche. BM a fait de la moto construit des motos depuis longtemps, mais à part BM en marque allemande, voilà. Et eux ils sont vraiment 4 roues. Ouais. DTM, typiquement, quand tu vois la culture DTM en Allemagne, tourisme 4 roues, oui, c'est monstrueux, quoi. Enfin, donc ça aide pas à ce qu'en moto il y ait des talents qui naissent, c'est sûr. Mais Schroeter a fait 4e. Donc, ouais, chez lui, donc forcément, il connaît le circuit comme sa poche. On glisse un petit mot sur le Superbike. Alors ça courait à Pau ce week-end. En 600, on a droit à 2 fois le même podium, donc Debise, Gregorio et Luciana. Les 3 sur Yamaha, mais avec chacun une marque de pneus différente, Michelin, Pirelli et Dunlop. Comme quoi, il y a des catégories où tu peux courir avec tout et n'importe quoi. Oui, je l'ai mis pour la blague, mais effectivement, je trouvais ça rigolo. Ils étaient 3 sur Yamaha, mais pas une seule marque de pneus pareil. Donc Michelin devait être content. Voilà. On a battu Pirelli. Dans cette catégorie, donc Debise fait un sans faute. Donc il a gagné toutes les courses depuis le début de saison. En 1000, en course 1, on a Forêt-Tescher, Renaudin, et on retrouve Debise qui n'est pas classé parce qu'il a fait uniquement 4 tours. Et en course 2, en Superbike, toujours, on a Debise, Forêt-Tescher et Renaudin qui suit derrière à la 4e. Donc les places s'échangeaient un peu pendant le week-end. Enfin, Debise est venu reprendre ce qui lui est dû. Et moi j'ai noté, et je note depuis plusieurs courses parce que c'est une catégorie que j'aime bien suivre, que Renaudin est en progression incroyable et ultra constante ces dernières semaines. Enfin, il commence à faire podium sur podium, donc c'est plutôt chouette à voir. Renaudin qui est dans le team de MotoGP Addict, donc qu'on suit tous et qui est très connu. Et d'ailleurs, ils ont un petit dans les plus petites catégories côté catégorie Honda qui s'appelle Livio Mirabel, qui commence à faire des choses pas dégueu non plus.
Et pour en finir avec cette catégorie, du coup, c'est Debis qui mène le championnat, suivi de Gines, Forêt, Teffer et Renaudin. Et c'est toujours Renaudin qui mène le championnat côté Challenger. Ok, bon, on a fait un tour assez large de ce week-end. On se retrouve assez vite pour Assen, puisque c'est le GP qui va arriver semaine prochaine et qui va marquer la pause, puisqu'évidemment on ne courra pas en Finlande, malheureusement, ou pas. Hélas. Oui. Et on espère débriefer autour d'une petite bière pour mettre en boîte un petit épisode sur Assen et aussi grave. sur cette première partie de saison. De ouf. De ouf. Je suis chaud, ouais. Ah. Réservez vos planches. C'est parti. Salut à tous en tout cas. Ophélie, merci beaucoup. Merci à toi Cyril, merci Olivier, c'était cool de vous retrouver, ça faisait un moment. Ouais, ça faisait un bail. Depuis le GP de France, c'était pas venu. C'est ça. Mais il y avait trop de courses, trop de choses à faire. Bah ouais, c'est l'intérêt d'être assez nombreux dans l'équipe, ça permet de tourner. Ça, c'est plutôt cool. Olivier, merci beaucoup. Mais merci à vous, c'était bien cool. Et je rappelle aux auditeurs donc, que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, qui ne bouge pas beaucoup, mais surtout sur le Discord. Là, c'est assez cool, puisqu'il y a toujours des débriefs le dimanche soir qui sont assez intéressants. Ouais. Et on vous invite à nous y rejoindre. Voilà. Eh bien, merci à tous, et puis bonne course le week-end prochain à Assen. Salut à tous. Ciao.